Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence sur la cybersécurité à l'ère du tout numérique. Bienvenue à Polytechnique pour ceux et celles qui visitent Polytechnique pour la première fois. Est-ce que c'est la première fois que vous visitez Polytechnique? Oui. Donc, bienvenue à ceux qui nous écoutent en ligne aussi parce qu'on fait une diffusion en direct. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Gravel, je travaille au service du recrutement comme conseiller aux futurs étudiants. Puis cette année, à la journée des portes ouvertes, nous avons décidé d'organiser un panel sur la cybersécurité. Le panel sera animé par Francis Wankona, qui est conseiller ici à la direction de la sécurité, à la direction de l'administration et des ressources comme conseiller principal en sécurité de l'information. Francis détient un baccalauréat en administration des affaires, une maîtrise en technologie de l'information et est en charge de plusieurs cours en cybersécurité des réseaux informatiques depuis plusieurs années. Donc, je vais passer la parole à Francis pour débuter ce panel. Là, on m'entend? Le micro, ça fonctionne? Allô? Je ne sais pas si le micro, ça fait? Ça fonctionne pas? Oh. Ça fonctionne bien. Ok, en tout cas, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce panel sur la cybersécurité. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par les questions relatives à la sécurité de l'information. On s'entend tous qu'aujourd'hui, c'est un gros défi. Il y a plusieurs menaces qui affectent à la fois les organisations et même les individus que nous sommes avec nos outils et nos applications et nos systèmes technologiques. Donc ici aujourd'hui pour discuter de cette question-là et voir un peu au-delà de ce que Polytechnique offre, c'est quoi les différentes professions peut-être et quoi les différents axes qu'on peut avoir dans le domaine de la cybersécurité. J'ai avec moi ici dans le panel des professionnels et des chercheurs issus de l'école Polytechnique. Je vais commencer à ma gauche avec Ilias. Ilias est diplômé du programme de certificat en cybersécurité et aussi bénéficiaire d'une bourse de Deloitte qui a été offerte dans le cadre de ce programme-là. Félicitations Ilias. Merci. J'ai aussi, toujours à ma gauche, Ranois. Est-ce que le micro, ça va? J'ai Ranois à ma droite. Elle est doctorante en génie informatique ici à Polytechnique. Et son travail de recherche a porté principalement sur la gestion du trafic avec des véhicules connectés. Et on va voir comment dans ce type de technologie-là, on peut avoir les mêmes défis. On peut avoir les défis de sécurité de l'information ou de cybersécurité. À ma droite, j'ai François Labrèche, qui est étudiant au doctorat ici à l'école Polytechnique en génie informatique. Il s'intéresse davantage aux questions qui sont reliées aux logiciels malveillants. Donc on aura la chance avec lui d'aller plus en détail sur cette question-là. Et François peut en cacher un autre. On a, à l'extrême droite, c'est François Menet, qui est étudiant en maîtrise en recherche ici à l'école Polytechnique, toujours en génie informatique. Et lui s'intéresse davantage aux questions reliées à l'intelligence artificielle. Donc avec lui, on verra comment les défis reliés à l'intelligence artificielle et la sécurité de l'information. Donc sans tarder, question comme ça en général quand on parle de sécurité de l'information ou cybersécurité, la première chose qui vient à l'esprit, ce sont les virus ou bien les attaques. Je vais passer la parole à François qui va nous parler des malwares. C'est quoi un malware? Oui, donc quand on parle de malware, en fait, c'est tout ce qui est logiciel malveillant. Donc, tout ce qu'on veut dire en logiciel malveillant, c'est simplement un logiciel qui va chercher à faire du tort à l'utilisateur ou à l'attaquer d'une façon ou d'une autre. Donc, les virus informatiques sont un type. Et il y a plusieurs types de logiciels malveillants. Il y a certains logiciels malveillants qui vont chercher simplement à envoyer des courriers indésirables, communément appelés du spam. On va aussi avoir des logiciels malveillants qui vont chercher à voler de l'information de l'utilisateur sans qu'il en soit au courant. Donc, notamment des cartes de crédit ou voler des mots de passe, peu importe. Et on va aussi avoir différents logiciels malveillants qui vont chercher à faire de l'extorsion. Donc, dans le fond, les rançongiciels en sont un type. Donc, ça, c'est des types de logiciels malveillants qui vont simplement chiffrer la machine et ensuite demander une rançon à l'utilisateur pour qu'il puisse accéder à ses fichiers, à ses photos, peu importe. Donc, ces attaques-là ont été beaucoup populaires dans les dernières années.
notamment avec les attaques WannaCry, qui ont visé, entre autres, les instituts universitaires. Et dernièrement, les tendances sont beaucoup sur les logiciels malveillants de forage de crypto-monnaies. En fait, avec l'avenue du Bitcoin et des crypto-monnaies, il y a beaucoup de logiciels malveillants qui vont maintenant utiliser les machines pour faire du forage, faire du miner des crypto-monnaies sans que l'utilisateur en soit conscient et sans son consentement. Donc oui, et bon, ça c'est les différents types de logiciels malveillants, mais il y a plein de façons de se faire infecter par les logiciels malveillants. Bien sûr, une des façons les plus populaires, c'est le hameçonnage, le phishing, comme on appelle en anglais. Et ça va être principalement, tout le monde a reçu des courriels de phishing, de spam, et c'est des faux courriels qui veulent simplement nous faire cliquer sur des liens ou télécharger des fichiers ou peu importe, et qui vont infecter la machine. Donc ça, c'est très populaire. Et sinon, bien évidemment, les sites web malveillants ou des clés USB infectées, c'est des façons qui sont toujours fonctionnelles aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on fait pour se protéger contre cette diversité de logiciels malveillants-là, finalement? Oui, justement, les logiciels malveillants, étant donné qu'il y a autant de facteurs d'infection, et en fait, disons par le web ou par d'autres logiciels ou par des furteurs, il faut essentiellement protéger toutes nos plateformes. Donc, c'est entre autres sur quoi on étudie à Polytechnique, de voir comment on peut faire la protection et la détection de logiciels malveillants, étant donné que c'est essentiellement un problème, c'est une course à armement, parce qu'on se bat contre des attaquants, les criminels, qui sont de leur côté, vont perfectionner leurs attaques, donc on doit mettre à jour nos défenses. Donc c'est vraiment un peu ce qui est intéressant du domaine de un peu se battre et s'attaquer. En même temps. Ouais. Mais pour quelqu'un, pour monsieur et madame tout le monde qui a son ordinateur à la maison, c'est quoi le premier réflexe? C'est quoi les réflexes de base qu'il faut avoir pour se protéger contre ce type de menaces-là? Oui, ben en fait, c'est un peu les mêmes. Ça fait longtemps que c'est à peu près les mêmes protections qu'on peut avoir de base, mais étonnamment, il y a beaucoup de monde qui le font pas. Mais c'est essentiellement les meilleures façons de se protéger, c'est d'avoir tous nos logiciels à jour, avoir notre système d'exploitation à jour, donc Windows mis à jour tout le temps. Et à part ça, c'est simplement pas aller sur des liens suspects, pas ouvrir les courriels suspects et pas installer des fichiers, des logiciels qu'on ne connaît pas trop la source et qui sont suspects. OK. Fait que, donc, de façon simple, donc c'est de se comporter en bon utilisateur de l'outil informatique finalement, donc se protéger, mettre à jour ses affaires et s'assurer qu'on ne va pas n'importe où pour télécharger des affaires qu'on ne peut pas vérifier. Oui, François, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Pour un peu schématiser la chose, imaginez que télécharger quelque chose, c'est comme prendre une seringue et se l'injecter. Si jamais vous trouvez par terre dans la rue une seringue avec marqué « médicament », je pense que personne ici serait assez fou pour la prendre et se l'injecter. C'est un peu la même chose sur Internet. Vous allez dans un endroit sombre et quelqu'un vous donne une seringue en disant « c'est un super jeu », personne ne va se l'injecter. Alors pourquoi on le ferait sur Internet? C'est un peu pour schématiser la chose, je sais que c'est un peu bizarre comme image, mais je pense que c'est assez parlant. Si jamais vous n'êtes pas prêt à vous l'injecter, pourquoi vous le téléchargeriez? Merci. Toujours sur la même question des logiciels malveillants, mais les organisations, il y a plusieurs façons, comme François le disait tantôt, là, qui se font infecter. Entre autres, il a parlé de hameçonnage. Est-ce que toi, Elias, tu peux nous donner un peu plus de détails sur cette façon de faire, là, de procéder? Ouais. En fait, c'était une excellente explication de François. Le lien ici, c'est que les logiciels malveillants, ils ont besoin d'un moyen de transport pour être expédiés de l'expéditeur au destinataire. Donc, quoi de mieux qu'un bon courriel? Les courriels qui sont utilisés par monsieur, madame, tout le monde, c'est un moyen très efficace de pouvoir rejoindre quelqu'un rapidement. Entre autres, on a les courriels, mais on voit une très grande popularité au niveau de l'hameçonnage via téléphone, donc les appels téléphoniques frauduleux, les messages textes frauduleux.
Ça, c'est une des raisons pourquoi que ça marche beaucoup, c'est qu'au niveau du mobile, c'est que la sécurité mobile n'est pas au même niveau que la sécurité, que les technologies de sécurité des courriels. Donc, il existe plusieurs types et techniques d'hameçonnage. Ce qu'on peut voir, c'est les attaquants qui sont opportunistes. Donc, ils vont attendre une certaine opportunité, par exemple un événement national ou international comme une catastrophe ou la période de retour d'impôt, pour pouvoir avoir un contexte lors de leur envoi du courriel. Ce contexte-là va permettre d'avoir plus de clics, de réussite lors de la campagne d'hameçonnage. Le deuxième type qu'on voit aussi dans les campagnes d'hameçonnage, c'est des attaquants qui vont avoir énormément d'adresses courriels différentes. Donc, ça va être des centaines de millions d'adresses courriels et ça va être envoyé sans contexte bien défini. Donc, ça ne va pas être personnalisé pour ces adresses courriels-là. Ça va être, par exemple, vous avez reçu un chèque, veuillez cliquer sur ce lien pour pouvoir y accéder. Donc, si 0,1% de ces centaines de millions-là d'adresses courriels cliquent sur le lien, c'est quand même une réussite pour cette campagne d'hameçonnage. Puis, en troisième lieu, ce qu'on voit comme technique, c'est des campagnes d'hameçonnage qui sont très, très, très ciblées, qu'on appelle l'harponnage ou le spear phishing en anglais. Donc, les attaquants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher le plus d'informations possibles disponibles publiquement, donc sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche, pour pouvoir créer un profil de la cible et avoir un contexte très personnalisé, très ciblé pour la personne, pour la victime. Puis, ce type d'attaque-là, on voit que c'est souvent ciblé sur des personnes de la haute direction dans les entreprises. Donc, par exemple, directeur en finance, ressources humaines. Puis, ça génère beaucoup de réussite parce que le courriel est très personnalisé. Mais là, c'est bien beau qu'on parle des techniques qui sont utilisées, mais il y a des façons de pouvoir les détecter. Donc, un courriel d'hameçonnage, il y a plusieurs techniques qu'on peut appliquer pour détecter un courriel d'hameçonnage. Mais ce qu'on va remarquer, je pense en 3-4 points, on a les ultimatums. Donc, souvent dans les courriels d'hameçonnage, on va voir que le pirate va faire un sentiment d'ultimatum, d'urgence. Par exemple, je vous donne un exemple très, très concret. Votre compte d'un réseau social a été accédé par une tierce partie et le mot de passe a été changé. Veuillez le changer veuillez changer votre mot de passe dans les 24 prochaines heures et il vous donne accès à un lien. Souvent, ce qui arrive, c'est que la personne qui reçoit ce courriel-là a un sentiment de peur et ne pense plus logiquement, donc elle va tout de suite aller cliquer sur le lien pour changer le mot de passe et voit son accès au réseau social ou à son compte volé par le pirate. Donc, une autre technique qu'on peut voir aussi, qui est utilisée, c'est les fautes d'orthographe. En fait, ce n'est pas une technique, mais c'est une façon de détecter le courriel d'hameçonnage, les fautes d'orthographe. Souvent, c'est des courriels qui sont traduits, puis on peut remarquer que, par exemple, il va y avoir des fautes d'orthographe dans le courriel, dans le contenu. Évidemment, si une banque ou, par exemple, une institution d'assurance vous envoie un courriel, ils vont faire très attention que le contenu soit propre, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc, si on prend le temps, peut-être 15-20 secondes de plus pour analyser le courriel, on peut voir qu'il peut avoir quelques petites coquilles ou des fautes. Donc, ça, c'est la deuxième technique. Mais la première, je pense, la plus importante, c'est de valider de qui ça vient. Donc, évidemment, on peut usurper un courriel, mais le premier réflexe, ça serait de valider de qui vient ce courriel-là. Si le nom de domaine, donc l'adresse, est valide, donc on peut remarquer l'authenticité ou la légitimité du courriel. Pour les courriels qui sont vraiment plus ciblés, comme je mentionnais, les courriels qui étaient très ciblés au niveau, par exemple, de la haute direction, ce qui est intéressant, c'est que dès le moment qu'il y a un soupçon, c'est bon d'aller contacter la personne directement. Par exemple, le directeur de finances qui vous envoie un courriel, puis qui vous demande un virement de par exemple, 200 000 $. Donc, avant de passer tout de suite à l'action, même si vous voyez que ça vient peut-être de lui, c'est bon d'aller le rejoindre soit via un coup de fil ou en personne pour valider si le courriel vient vraiment de lui. À Polytechnique, ici, les techniques que j'ai mentionnées, c'est des techniques qu'on voit dans le cadre du certificat en cybersécurité, entre autres dans le cours de réponse aux incidents. Donc, évidemment, lorsque un incident est généré via une victime qui clique sur le lien ou qui télécharge le logiciel malveillant, ça va générer un incident au sein de l'entreprise. Donc, l'équipe de sécurité doit répondre à cet incident-là.
Et dans le cours de réponse aux incidents, dans le certificat de cybersécurité, on voit comment appliquer une méthodologie de réponse aux incidents pour répondre rapidement, mitiger le risque et prévenir ce risque-là. Et moi, étant dans le marché du travail, j'applique certaines techniques que j'ai vues dans ce cours-là. Donc, on voit vraiment à quel point que le cours est pertinent au niveau du cours, qu'on peut l'appliquer dans la vraie vie. OK, merci. Donc, juste pour mettre un peu en contexte tout le monde, à Polytechnique, on a un programme de certificat, comme je mentionnais tantôt, en cybersécurité. Et c'est un des diplômés de ce programme-là qui travaille aujourd'hui comme professionnel dans le domaine de la cybersécurité. Donc, les trois interlocuteurs, tantôt, ont parlé plus de l'aspect cybersécurité traditionnel, c'est-à-dire que les sites web, des plateformes qu'on a l'habitude de rencontrer ou d'utiliser. Ranois, ton approche est assez différente dans le sens où ça touche pas ce qu'on appelle vraiment la sécurité traditionnelle, c'est-à-dire les objets connectés, les voitures intelligentes et les voitures autonomes. Juste pour nous clarifier un peu ça, c'est quoi la différence d'abord entre une voiture intelligente et une voiture autonome? Bon, merci Francis. En fait, dans une voiture autonome, il n'y a pas de conducteur. On est tous des passagers et c'est le système de pilotage automatique qui nous amène à notre destination. Les 10 dernières années, il y a eu des énormes avancées technologiques qui ont fait que à chaque année, à peu près, on a des manufacturiers automobiles qui demandent de faire des essais sur la route de leurs voitures autonomes. OK? Maintenant, dans ce monde-là, on penserait peut-être que dans l'industrie automobile, c'est ça la prochaine technologie qui s'en vient, celle de la voiture autonome, mais il y aurait peut-être une technologie qui va venir avant, et c'est celle de la voiture intelligente. Dans une voiture intelligente, il y a toujours un conducteur, donc c'est toi qui conduis, mais là, ton véhicule, il est capable de parler avec les autres véhicules. Donc, il y a un dispositif à bord qui fait en sorte que tu conduis ta voiture, mais ta voiture est toujours continuellement en train de transmettre des informations aux autres véhicules. Et là, de la même façon, elle reçoit des informations des autres. Donc, qu'est-ce qu'elle peut transmettre? Ton véhicule pourrait transmettre des vitesses, accélération et dépassement de voie. Cette technologie de véhicule intelligent, elle dit que si jamais tu es capable de transmettre ces informations-là, ça pourrait réduire le nombre d'accidents et donc sauver des vies. Donc, imaginez-vous que quelqu'un est en train de rouler et il a la capacité d'envoyer des messages. Donc, ta voiture est en train de parler avec des voitures qui sont à 200 mètres plus loin que toi. Et ça, en temps réel et régulièrement, donc à quelques centaines de millisecondes près. Donc, si tu roules, tu veux traverser le feu vert, et d'un autre côté, il y a une auto qui vient et qu'elle veut brûler un feu rouge, si vos deux voitures sont en train de se parler, c'est facile d'avoir un algorithme à bord du véhicule qui fait un calcul puis qui dit que si ça continue comme ça, vous allez vous foncer dedans. C'est ça la technologie des véhicules intelligents puis qui va peut-être arriver avant les véhicules autonomes. Donc, à ce niveau-là, ça fait près de 20 ans que la communauté scientifique elle travaille sur cette technologie qui est les véhicules intelligents. Les premiers standards sont sortis en 1999 et récemment, les manufacturiers automobiles y ont embarqué. En 2015, il y a eu la Toyota Prius, qui est la première voiture intelligente. Donc, il y aurait un dispositif à bord. C'est facile pour les manufacturiers parce que ce dispositif, il coûte une centaine de dollars. Avec un dispositif qui permet de faire des communications avec les autres véhicules, c'est plus abordable pour nous qu'une voiture autonome qui roule toute seule. Donc, c'est pour ça que je disais que cette technologie de véhicules intelligents, elle pourrait arriver avant celle des véhicules autonomes. Et en plus, en 2017, Cadillac a sorti sa version du véhicule intelligent. Il faudrait s'attendre à partir de maintenant que de plus en plus de manufacturiers, parce qu'ils cherchent toujours à avoir des modèles de plus en plus sophistiqués, avec des fonctionnalités plus sophistiquées. Donc, à partir de maintenant, il faudrait s'attendre à ce que tous les manufacturiers viennent avec des modèles de voitures intelligentes. Mais là, il faut... Ouais. Mais c'est ça, quand les voitures se parlent entre elles, ça veut dire que quelque part aussi en chemin, elles se parlent de façon automatique. Peut-être des fois, elles vont parler à la mauvaise personne ou à la mauvaise voiture.
Mais ça pose des problèmes de sécurité pareil. Exactement. Comment est-ce qu'on peut se protéger par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les manufacturiers, dans la conception et le design de ces voitures intelligentes-là, intègrent déjà les enjeux potentiels de sécurité? Alors justement, il faut être vigilant parce que, comme Elias y parlait, il disait que le courriel, c'était un point d'entrée dans un système informatique traditionnel. Mais là, dans le cadre d'un véhicule, par exemple, si moi je suis derrière mon ordinateur et mon ordinateur est infecté par un virus, ce qui peut arriver, c'est que soit mon ordinateur devient plus lent ou au pire, l'écran gèle. Mais si je suis dans mon véhicule, puis là, c'est mon véhicule qui est piraté, puis que c'est l'accélérateur qui gèle, bien là, j'ai un problème. Là, je ne peux plus contrôler ma voiture. Donc, dans ce cadre-là, il faudrait... non seulement ça, c'est que dans un véhicule, il y a plusieurs dispositifs électroniques et informatiques. Il suffit qu'un seul soit compromis pour affecter l'intégrité, de mettre en péril, en fait, le véhicule en entier. Donc, nous, dans notre laboratoire, si on étudie les différentes vulnérabilités ou les failles, c'est qu'on est des pirates, oui, mais on est des pirates éthiques parce qu'on veut essayer de trouver des actions pour justement contrecarrer ces cyberattaques. Un autre exemple, par exemple, d'attaque qui pourrait avoir lieu, ça serait que le vol d'informations personnelles. Parce que là, c'est rendu que si nos véhicules sont en train de parler à tout le monde de mes déplacements, quelqu'un pourrait prendre aussi, ça pourrait refléter mes habitudes de vie, ça, les déplacements de mon véhicule. Donc, oui, il faut penser qu'il doit y avoir des systèmes de sécurité mis en place au niveau du véhicule qui sont différents de ceux qui sont mis en place dans les systèmes d'information traditionnels, parce que c'est un autre médium, mais l'accès sans fil, c'est une porte d'entrée aux pirates. Donc, cette technologie qui fait en sorte que le véhicule communique avec l'extérieur, justement, un pirate pourrait l'exploiter pour communiquer avec le véhicule. Et les manufacturiers d'automobiles sont très conscients de ça parce que la moindre faille de sécurité, elle va affecter leur crédibilité. Et ils y travaillent depuis très longtemps. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que ces types de voitures-là, intelligentes, ou bien de façon générale, les objets connectés, est-ce qu'il y a des virus particuliers ou des logiciels malveillants particuliers qui peuvent les affecter ou... Je dirais étant donné que les voitures intelligentes sont plutôt nouvelles, c'est pas vraiment encore dans les nouvelles. En théorie, bien sûr, c'est possible. On peut attaquer avec des logiciels malveillants ou faire plus des attaques. Je dirais pour les craintes pour les voitures automobiles, les voitures autonomes ou les voitures intelligentes, c'est plus purement les attaques comme telles, un peu plus un attaquant qui va essayer d'infiltrer la voiture ou de la faire dévier ou peu importe, plus qu'un logiciel malveillant. Mais dans tous les cas, ça revient essentiellement à faire la protection des points d'entrée des systèmes informatiques de la voiture. Ouais. En fait, les véhicules intelligents ou les véhicules autonomes, en fait, c'est un système cyberphysique, dans le sens que c'est des équipements qui sont connectés, mais qui ont un impact sur le physique. Donc, la voiture, en tant que telle, c'est un gros système informatique qui pourrait avoir sur une infrastructure critique. Il y en a plusieurs comme ça, systèmes cyberphysiques, donc en transportation ou dans les réseaux électriques, et c'est ce qu'on étudie dans nos laboratoires. Les différents systèmes cyberphysiques qui existent et comment les sécuriser. OK. Donc, tout ça, c'est étudié dans les laboratoires ici à Polytechnique? Maintenant. Oui, tous les différents systèmes cyberphysiques. Oui. OK. Donc, de la voiture intelligente à l'intelligence artificielle, le chemin n'est pas très long. François, comment est-ce que... D'abord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Et ensuite, comment est-ce que l'intelligence artificielle et la sécurité de l'information, comment les deux sont liés? OK. Alors... On entend peut-être beaucoup, notamment à Montréal, dans les journaux, parler d'intelligence artificielle. Peut-être que le terme est utilisé un peu à tort et à travers en ce moment dans le monde. L'idée d'intelligence artificielle, c'est assez simple. C'est un système qui apprend de ses erreurs, sauf que contrairement à un humain, il peut apprendre 1 million, 2 millions, 3 millions de fois plus vite que nous de ses erreurs. Par exemple, si je prends un système pour classifier des photos de chats et des photos de chiens, au début, le système va dire au hasard c'est un chat, c'est un chien, et on va lui dire non, dans ce cas-là, c'est un chat parce que c'est une photo de chat, ou un chien pour une photo de chien.
et il va essayer de trouver pourquoi il a fait l'erreur. Cette méthode-là, elle est beaucoup moins efficace que l'apprentissage des humains, où les humains comprennent vraiment ce que c'est qu'un chat et un chien. Mais au fond, comme la machine est très puissante, elle peut apprendre avec le temps à, quand on lui donne une image de chat, dire que c'est un chat, une image de chien, c'est un chien. Alors, c'est pas forcément très utile dans cette utilisation-là, mais par exemple, on peut lui apprendre à conduire en lui donnant plein d'images de route et en lui disant est-ce que tu accélères, est-ce que tu freines, est-ce que tu vas à gauche, est-ce que tu vas à droite. Au début, c'est sur une route fermée, la machine fait des erreurs. Et avec le temps, justement, elle apprend à avoir un comportement qui ressemble au comportement d'un humain qui conduit. L'avantage que ça a, c'est qu'il y a plein de tâches comme ça qu'on peut répéter énormément et pour lesquelles les humains ne sont pas forcément très adaptés. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, nous, on fatigue, on fait des erreurs. Et dans ces cas-là, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'intéressant parce que quand la tâche n'est pas trop compliquée, mais qu'elle demande beaucoup d'attention pendant un temps très prolongé, c'est plus intéressant de le faire par une machine. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'intelligence artificielle en 2 mots. Ensuite, quand on regarde dans la cybersécurité, on a un gros problème en cybersécurité, et j'allais dire, ça va faire un peu venez chez nous, mais c'est complètement ça. Il n'y a pas assez de monde actuellement. Les défenseurs n'ont pas assez de monde par rapport à la quantité d'attaques qui est reçue. C'est aussi d'ailleurs pour ça, notamment, que les salaires en cybersécurité sont intéressants dans certaines entreprises, tout simplement parce qu'ils font monter les salaires parce qu'il n'y a pas assez de monde pour remplir la tâche. Donc une des solutions qui a été mise en place, c'est de dire certaines tâches qu'on peut automatiser en cybersécurité, on peut mettre de l'intelligence artificielle par-dessus. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a enregistré toutes les attaques qui s'étaient passées, et puis on a entraîné le système sur le passé, puis à chaque fois qu'elle faisait une erreur en disant il n'y a pas d'attaque, alors qu'en fait il y en avait une, elle a appris de ses erreurs et elle a appris à automatiser sa tâche. Le problème de ça, c'est que, comme toujours, si tu fais un gardien, l'attaquant va essayer d'attaquer le gardien. Et c'est mon domaine de recherche, l'intelligence artificielle adversarielle, c'est l'idée de dire c'est un programme comme les autres, l'intelligence artificielle, avec juste des méthodes mathématiques un peu différentes derrière. Et comme tout programme, on peut trouver des failles. Et ça a été démontré, que ce soit avec les images, avec la compréhension de texte ou même l'analyse de logiciels malveillants, qu'un attaquant peut sortir une image très légèrement différente d'une image de chien. Pour vous, c'est toujours un chien, il a juste changé quelques petits points dans l'image, mais pour la machine, pour une raison qu'on ne sait pas encore, c'est identifié comme un chat. Parce qu'elle n'a jamais vu ce type de configuration-là, et que pour elle, c'est un chat. Alors quand c'est des chats et des chiens, c'est mignon. Quand c'est des logiciels malveillants et une voiture autonome, vous comprenez que c'est un peu plus embêtant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait comme recherche de je prends une image de panneau stop, je lui rajoute un post-it dessus, et la voiture autonome interprète ce panneau stop avec un petit post-it, mais tout petit, comme un panneau de limitation de vitesse. Vous comprenez bien que si j'arrive à un croisement et que je prends mon stop pour une limitation de vitesse, il va y avoir des problèmes. Donc c'est un peu le genre de problème qu'on étudie, et c'est assez relié en fait avec notamment les problèmes soit de systèmes embarqués ou de véhicules autonomes. C'est que quand on veut automatiser une tâche, comme par exemple veiller sur l'état de la route ou veiller sur l'état du réseau dans une entreprise, si jamais on fait confiance à ce système-là, qui aujourd'hui est souvent une boîte noire, notamment avec le deep learning, il faut qu'on soit sûr qu'on puisse lui faire confiance. C'est un peu comme, vous savez, votre chum qui a toujours été là pour vous, puis un jour, vous faites, je sais pas, pogner, alors vous avez fait un truc pas bien et il part tout de suite, il vous laisse tout seul, c'est un peu ça. C'est comme, est-ce que vous lui feriez vraiment confiance si vous saviez qu'il y a une chance qu'il vous abandonne au moment où vous en avez besoin? Donc c'est un peu le genre de problème qu'on étudie, comment on fait pour que le système soit plus robuste et surtout plus transparent, qu'on puisse plus lui faire confiance. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. En fait, j'ajouterais quelque chose. C'est que dans une voiture autonome, par exemple, si moi, je suis assise à côté de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, ça fait 20 ans qu'elle conduit, est-ce que je vais avoir confiance à ce qu'elle m'amène où ce que je veux? Oui, mais si quelqu'un, ça fait juste 2 jours qu'il conduit, puis là, lâche le guidon, c'est moi qui conduis, j'aurai un petit peu moins confiance en ses capacités. C'est justement ça qu'ils sont en train de faire avec la Google Car. Okay? Ils sont en train de la faire rouler
c'est une voiture autonome de Google, la Google Car. Ils sont en train de la faire rouler dans plein de situations possibles, dans plein de conditions possibles, pour qu'elle acquiert ça fait plusieurs millions de kilomètres qu'elle roule. Comme ça, elle aura vu toutes les situations possibles pour que finalement, nous, le consommateur, à bord de la Google Car, est-ce qu'on lâche les guidons puis on laisse la Google Car conduire? Est-ce que le programme d'intelligence artificielle à l'intérieur, il a assez appris des multiples situations qu'il a vues pour réagir à n'importe quelle route qu'il voit dans n'importe quelle situation? C'est très, très intéressant tout ça. Ça montre à peu près la diversité qu'on a en termes de challenge en matière de sécurité de l'information ou de cybersécurité. Une question comme ça à tous les panélistes. Est-ce que, selon l'actualité, et comment est-ce que vous percevez le marché de la cybersécurité dans les années à venir? Parce qu'en général, quand on va parler de cybersécurité, ce que les gens vont voir, c'est le hacker qui prend le contrôle de quelque chose. Mais d'après vous, d'après votre expérience en tant que chercheur ou professionnel dans le métier, vers où on s'en va avec la sécurité de l'information de façon générale? Bon, du coup, je vais commencer. Ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, on se rend compte que des attaquants informatiques ont accès à de plus en plus de terminaux, dans un sens. Au départ, ils avaient accès à, dans les années 70, des gros ordinateurs, d'énormes boîtes, il n'y en avait pas beaucoup. Puis les ordinateurs personnels sont arrivés dans les maisons et le hacker est arrivé dans votre maison. Puis on a eu les objets connectés et puis aujourd'hui, on pourrait avoir un pirate dans votre frigidaire qui rend vos œufs mauvais parce qu'il a coupé le frigidaire pendant que vous dormiez sans que vous en rendiez compte. Et puis, à chaque jour qui passe, on voit de nouveaux produits qui sont lancés sur le marché dans une logique assez intéressante de dire on va innover, mais parfois la sécurité n'est pas consultée et on a du coup des véhicules autonomes, des pacemakers autonomes. Et donc on commence à voir que pour chaque objet connecté, on rajoute un point pour un pirate pour vous atteindre dans le monde physique. Alors, est-ce que c'est un problème? Oui et non. C'est bien qu'il y ait des voitures autonomes parce qu'il y a de très fortes chances qu'elles fassent beaucoup moins d'accidents que les humains. Parce qu'une voiture autonome, ça ne boit pas, par exemple. Ou alors, c'est pas fatigué. Donc, oui, c'est souvent de très bons points. Les pacemakers autonomes, on peut aussi changer dynamiquement le programme. Comme ça, si votre cœur a un problème, il peut s'adapter, ce que les autres ne pouvaient pas faire. On donne en même temps un point d'accès à un pirate. Donc ça va toujours être une question d'équilibre entre les deux. Et c'est là où la sécurité est importante, ça veut dire on peut faire même mieux que protéger vos systèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer notamment en intelligence artificielle. On travaille avec des experts en intelligence artificielle pour même améliorer les systèmes. Parce que nous, notre formation, et j'espère que les gens à Polytechnique me seconderont là-dessus, c'est aussi de repenser les systèmes pour qu'ils soient plus sûrs. Et souvent, quand les systèmes sont plus sûrs, ça améliore le design des systèmes. Donc, c'est un peu ce que je dirais. Moi, je pense qu'on s'en vient vers une cybersécurité où il y a besoin de plus en plus de gens, mais en plus, ils sont de plus en plus importants parce qu'ils vont arriver au moment du design des produits pour faire des produits qui sont meilleurs, en plus d'être plus sûrs. En fait, ce que j'ajouterais, c'est qu'on a un concept qui s'appelle le Security by Design. C'est qu'avant même de concevoir ton système, tu es déjà sensibilisé. Tu dis, OK, là, je n'ai pas encore créé le système, mais je dois m'assurer que je suis sensibilisé au point de sécurité. Comme ça, je peux mieux concevoir. Comme dans n'importe quel domaine. Si tu veux juste créer une page web, on te demande d'appliquer des bonnes pratiques parce que c'est connu que les vulnérabilités sont souvent dues à des erreurs de programmation. Donc, comme dans n'importe quel modèle, en ayant en étant sensibilisé à la sécurité avant même de la concevoir, le système, on peut assurer des systèmes qui soient plus robustes à l'avenir. Je dirais aussi, comme François l'a mentionné, il y a de plus en plus de systèmes qui sont maintenant informatisés. Il y a beaucoup de domaines qui ont maintenant des systèmes informatiques, donc ça fait beaucoup de points d'attaque. Et c'est notamment ce qui est intéressant, je dirais, de la sécurité informatique, c'est un milieu qui évolue très rapidement et qui peut s'insérer dans beaucoup
de domaines différents. Et dans le fond, ça crée une communauté qui est très vivante, particulièrement à Montréal, particulièrement à Polytechnique, où on va avoir, il y a beaucoup d'activités en dehors des cours, notamment des compétitions, par exemple, des conférences de sécurité, dont les étudiants vont participer et ça va être vraiment intéressant, des compétitions, d'essayer de briser, savoir comment briser et renforcer différents systèmes à travers des simulations, bien sûr. Et je dirais que c'est vraiment ce qui est intéressant à propos de la sécurité. Ilias, tu as quelque chose à ajouter? Je crois que c'est ça, justement, le point ici qu'on a tous abordé, c'est qu'il y a un défi au niveau de la technologie. Donc, la technologie évolue tellement vite qu'il faut que la sécurité puisse être au même niveau, à la même vitesse. Et comme Ranois a mentionné, c'est vraiment au niveau du design. Donc, lorsqu'un nouveau produit est conçu, avant même de passer à la conception, il faut penser à la sécurité. Par cette manière-là, on n'aura pas à faire de mitiger le risque une fois que le risque va être détecté. Ça va être vraiment la sécurité au niveau du design. Puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est de vraiment sensibiliser le public. Et on commence à voir de plus en plus la sécurité dans les nouvelles. On parle de confidentialité, vie privée. Et je crois que on s'en va dans la bonne direction. Il faut être optimiste. Donc, on s'en va quand même dans la bonne direction, mais on a besoin d'effectifs en sécurité. Il y a énormément d'emplois et énormément d'industries complètement différentes qui cherchent en cybersécurité. Ça pourrait être pour les compagnies aériennes, ça pourrait être pour les banques, les institutions d'assurance, et même pour faire des projets de recherche, donc la recherche en logiciels malveillants. Donc, il y a l'embarras du choix, puis les offres d'emploi, on en voit tous les jours, il y en a énormément. Merci à tous les panélistes. Donc, si je veux résumer un peu tout ça, la cybersécurité ou la sécurité de l'information de façon générale, c'est quelque chose qui est présent maintenant et qui est là pour durer parce que les menaces seront toujours présentes. Ça touche diverses industries, divers types de technologies et sans doute avec l'intelligence artificielle, ça va être amené à un autre niveau dans le futur. Bien évidemment, si on veut parler pour Poly est bien positionné dans ce marché-là, du moins ici dans le Québec, avec les formations en niveau certificat, niveau baccalauréat, de la recherche dans les divers domaines très, très pointus. Pour dire à toutes les personnes qui nous écoutent, mais il y a de la place. On n'a pas suffisamment de main-d'œuvre de toutes les façons et, comme on dit, les attaquants sont toujours prêts à attaquer. Ça va prendre des gens pour être prêts à défendre aussi. Donc, merci à tous les panélistes. On va prendre les questions, s'il y a des questions dans la salle et en ligne. Est-ce qu'il y a des questions pour les panélistes? OK. C'est José, là. Il n'y a pas de questions? OK, donc il n'y a pas de questions en ligne, mais... OK, merci à tout le monde. Merci de votre attention. Ben, c'est ça. Merci aux panélistes, à Francis et à tout le monde d'avoir participé à ce panel. Donc, si jamais vous avez des questions, il y a des programmes qui vous intéressent, sachez qu'il y a quand même plusieurs programmes, comme Francis l'a dit. Il y a 3 programmes de certificat en cybersécurité offerts par Polytechnique Montréal. Le baccalauréat en génie informatique, le baccalauréat en génie logiciel, évidemment DESS, une maîtrise, un doctorat aussi en génie informatique où il y a des axes de cours en sécurité et fiabilité informatique. Donc, je vous invite à aller vous informer au kiosque et pour ceux qui nous écoutent en ligne, à vous informer sur notre site web. Donc, merci tout le monde de vous être déplacés. Merci. Merci. C'est bien tout.